Bonjour. Une mortalité élevée ne signifie pas nécessairement contagion, comme le scorbut qui tuait jusqu'à 50% des marins et a été longtemps considéré comme contagieux. Inversement, une mortalité faible n'exclut pas la contagion. Une maladie bénigne peut se propager sans être mortelle. Examinons donc les schémas de propagation des épidémies traditionnellement associées à la peste afin d'évaluer leur similitude et leur compatibilité avec une contagion notable. La prudence s'impose. Comme le signalent Heisenberg et ses collègues, on voit une tendance problématique dans la recherche actuelle. Lorsqu'une épidémie est considérée comme étant due à la peste à un endroit et qu'il existe des preuves qu'une épidémie de quelque nature que ce soit s'est produite ailleurs, au même moment, on suppose que cette dernière est due à la peste. Cette méthode reflète l'approche catastrophiste où l'idée de pandémie sert aussi des fins politiques. Voyons donc ce qu'on peut déduire plausiblement des preuves existantes. Concernant la peste athénienne en 430-426 avant Jésus-Christ, selon Thucydide, le mal fit, dit-on, son apparition en Éthiopie, puis aurait traversé l'Égypte, la Libye, pour atteindre subitement Athènes. Il ne fournit cependant aucune preuve et aucune source égyptienne ou libyenne ne confirme une telle épidémie. Il ne s'agit que d'un on-dit, d'autant plus qu'en Grèce, la maladie n'aurait vraiment frappé qu'Athènes. Nulle part on ne se rappelait pareil fléau. C'est Athènes surtout qui avait été désolée. Dans le contexte de guerre intense où est survenue la maladie, celle du Péloponnèse, avec de nombreux déplacements de population, une maladie vraiment contagieuse aurait dû frapper d'autres régions. Par ailleurs, comme on l'a vu, elle n'est pas mentionnée dans d'autres textes grecs. Certains chercheurs, comme Robert Littmann, qui voit un typhus, ou Arnold Gomm, après une analyse du récit de Thucydide, remettent donc en question l'hypothèse d'une peste. Quant à la peste justinienne, Procope affirme qu'elle a commencé en Égypte, d'où elle a gagné la Palestine, puis atteint toute la planète, jusque dans les lieux les plus reculés. Elle n'en exempta ni île, ni montagne, ni caverne. Pourtant, l'étude de 505 papyri égyptiens, datant de la période 520 à 570 par Heisenberg et ses collègues, n'indique aucun événement de mortalité massive. La biographie des saints, Acta Sanctorum, datant de 566, mentionne également quelque chose qui se serait répandu dans presque toute la planète. Mais le terme latin utilisé, l'us, est vague, pouvant désigner un fléau divin autant qu'une maladie.
Le fait que les écrits de Procope sont une critique acerbe de Justinien, allant jusqu'à l'accuser d'avoir provoqué la colère divine, renforce cette interprétation symbolique. Par ailleurs, Grégoire de Tours évoque des pestilences en Gaule durant tout le VIe siècle, mais ne décrit des symptômes, en l'occurrence bubons et fièvres, que pour l'épisode de 543 qui pourrait être dû à la peste, mais aussi à d'autres maladies ainsi qu'on l'a vu. D'après lui, cette peste, terme utilisé pestis, s'est répandue non seulement à travers la Gaule, mais aussi à travers toute l'Italie. Mais aucune source italienne contemporaine ne décrit clairement la peste. Acta Sanctorum précise que la maladie ou fléau aurait sévi dans la région des Marches en Italie, une région centrale près de l'Adriatique, mais aucune description de symptômes n'est donnée. S'il y avait eu une épidémie contagieuse, elle aurait dû frapper indifféremment toutes les régions, notamment celle de Rome Illyricum. Or, d'après Heisenberg et ses collègues, la seule preuve directe de l'existence de la peste à Rome à cette époque est une allusion d'une ligne par le chroniqueur Marcellinus. Une grande pestilence a ravagé l'Italie ainsi que l'Orient et l'Illyricum, qui avait déjà été touché de façon similaire. Il faut savoir que cette épidémie a coïncidé avec les guerres gothiques qui ont dévasté l'Italie au début et au milieu des années 540. Rome a été assiégée à plusieurs reprises, notamment de 545 à 546, provoquant la famine ainsi que des décès dus à la guerre. Procope, qui relate le siège en détail, affirme qu'à sa suite, il ne restait que 500 hommes locaux, probablement une sous-estimation dans la ville. Il semble donc que les pertes démographiques aient été liées à la guerre plutôt qu'à une pandémie. Procope prétend aussi que l'armée byzantine, qui donc semble n'avoir rien transmis lors de la conquête de Rome, aurait commencé à infecter l'armée des Perses. D'après l'historien Peter Saris, l'armée perse aurait transmis l'infection à la capitale Ctésiphon de l'Empire perse, un empire voisin de Byzance, en 627-28. Comme rien n'indique une vague épidémique en Perse, il s'agirait d'un épisode local. Si contagion il y avait eu, elle aurait dû dévaster la Perse. Quant à l'Inde, l'immense sous-continent voisin de la Perse, si elle avait été touchée par la peste, il est probable que la Perse l'aurait été aussi, étant donné leurs relations commerciales. D'ailleurs, aucune trace d'un cataclysme démographique au VIe siècle n'apparaît dans les sources sanskrites. De plus, l'Inde échangeait également avec la Chine. Et si l'Inde avait été frappée, la Chine l'aurait été aussi, au moins partiellement. Or, le sinologue Robert Himes souligne que la peste était une maladie émergente en Chine au
XIIIe siècle, jamais décrite auparavant. Certes, le livre des Suies mentionne des bubons durant une épidémie de 610, premier texte chinois à le faire, mais dans un contexte de famines et de calamités. Or, rappelons qu'une simple mention de bubons ne suffit pas à identifier la peste, puisque ce symptôme est commun à plusieurs maladies. Certains chercheurs concluent cependant à une épidémie de peste en Chine au VIe siècle, inscrivant la Chine et l'Inde comme berceau de la peste. Une perspective quelque peu eurocentrée et qui renforce la tendance accentuée depuis 2020 consistant à projeter l'idée de pandémie systématique à travers l'histoire. Par exemple, une publication de 2020 cite un passage du Sushruta Samhita, manuel de base de l'Ayurveda, qui, d'après certains, remonterait au 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais cette citation en anglais renvoie à un article de 1899 paru dans une revue médicale britannique en Inde coloniale, peut être bien influencé par la thèse bactérienne. En effet, le mot épidémie n'apparaît que 5 fois dans la traduction du manuel par Priyat Sharma, considérée comme l'une des plus fiables. Aucune n'est suivie d'une description de symptômes. Soit dit en passant, on voit là l'importance de vérifier les sources, ce qui est souvent omis dans la recherche moderne. L'hypothèse d'une origine asiatique de la peste, devenue consensuelle depuis l'article de Giovanna Morelli et ses collègues de 2010, a émergé au XIVe siècle lorsque certains chroniqueurs européens ont impliqué que la maladie frappant le continent européen serait venue de l'Inde ou de la Chine via les routes commerciales. Cependant, selon la linguiste Claudia Maria Tresso, l'analyse philologique d'un rare texte écrit par un visiteur en Inde à cette période, la Rila de l'explorateur maghrébin Ibn Battuta, et qui mentionne une origine indienne et décrit des épidémies qui y auraient eu lieu, et d'autres sources documentaires ne permettent pas d'établir quelles maladies ont été à l'origine de ces épidémies. Ni Ibn Battuta, ni les chroniqueurs indo-persans ne mentionnent le nom des maladies ou ne décrivent leurs symptômes. D'ailleurs, Babur, fondateur de l'Empire moghol en Inde, évoque la malaria dans son Baburnama, mais pas la peste, ce qui suggère qu'il n'y avait pas d'épidémie de peste en Inde durant son séjour de 1526 à 1530 et probablement aucune récente. Ce n'est qu'avec les mémoires de l'empereur Jahangir qu'une épidémie aux symptômes proches de la peste noire est décrite. Elle aurait sévi 3 années d'affilée à Agra de 1616 à 19, durant la saison froide, disparaissant au début de la saison chaude, mais reste localisé. Il est aussi fait mention d'une épidémie meurtrière, mais sans en décrire les symptômes. Celle-ci se serait étendue en 1616 sur une partie du territoire jusqu'à Delhi et donc semble être distincte.
Si la peste dite noire est apparue en Chine au XIIIe siècle, comme le pense Himes, pourquoi n'a-t-elle pas atteint l'Inde plus tôt étant donné sa contagiosité? D'après l'historien Paul Buell, aucune source chinoise ne confirme de massives épidémies de peste. Les déclins démographiques, souvent interprétés comme une preuve d'épidémie de peste, ont été suivis de croissances plus rapides et grandes que celles observées pour des populations similaires dans d'autres parties du monde après une épidémie de peste. Avant d'être supplanté par la thèse d'une origine asiatique, l'hypothèse d'une origine africaine avait dominé. C'est d'ailleurs ce que pensaient certains chroniqueurs espagnols concernant la peste noire. Or, la première véritable description de symptômes buboniques en Afrique, correspondant à ceux observés en Europe à l'époque, est celle du médecin Ibn al-Khatib en 1348, soit après l'arrivée de la peste en Europe. En effet, certains chercheurs affirment que la peste a atteint le sud-est de la Russie dès 1346, mais la chronique de Novgorod, par exemple, mentionne une épidémie meurtrière, mais pas de symptômes buboniques. On a retrouvé des fosses communes indiquant des inhumations rapides, confirmant une soudaine hausse de la mortalité, mais la cause n'en est pas nécessairement la peste. En 1347, la peste aurait atteint la Pologne, le nord de l'Italie et le sud de la France. Puis en 1348, les îles britanniques, en 1349, le nord de la France, la Belgique et l'Allemagne, arrivant en 1350 en Scandinavie et en Islande durant la seconde vague en 1391. Cependant, d'après l'historien Ole Benedictau, bien que défendant l'idée d'une peste hautement contagieuse, non pas seulement au Moyen-Âge, mais aussi à l'époque justinienne, certaines zones ou régions ont été épargnées au Moyen-Âge, ce qui semble soulever des questions concernant cette contagiosité. Par ailleurs, se baser essentiellement sur des chroniques comme il le fait peut mener à une impasse. Par exemple, la mini-ère glaciaire entre le XIVe et le XIXe siècle en Europe avait dès le XIVe rendu les hivers glaciaux dans le nord de l'Europe, y compris l'Allemagne. Or, dans ces régions, selon Kohn, les épidémies de la fin du Moyen-Âge avaient tendance à se déclencher plus tard dans l'année que dans le sud méditerranéen et pouvaient durer jusqu'en janvier. Dans le sud, c'était plutôt durant les mois les plus chauds et les plus secs du calendrier méditerranéen, à savoir juin et juillet. Donc si on veut s'en tenir à la thèse de la peste pour expliquer cette variation, il faut conclure que dans le nord il s'agissait de la peste pulmonaire. Mais elle est si rapidement mortelle que la contagion n'est guère possible, et donc elle ne peut qu'avoir été précédée de la peste bubonique. Or, en Scandinavie,
Certaines chroniques, déjà très peu nombreuses, ne mentionnent pas de bubons, mais des crachats de sang. L'hypothèse d'une autre cause semble donc plus logique. Toujours selon Kohn, la rapidité de la propagation et la forte mortalité sont souvent citées comme caractéristiques par les chroniqueurs. Selon eux, il suffisait d'approcher un patient pour contracter immédiatement la maladie qui frappait systématiquement les habitants sous un même toit. Bien qu'en apparence cela semble plaider pour la contagion, d'autres raisons, comme l'impact de comètes émettant des gaz nocifs, peuvent expliquer un tel phénomène. Nous y reviendrons. Il faut aussi interpréter avec prudence les chroniques anciennes, souvent rédigées dans un but religieux ou politique. Il peut y avoir exagération. D'ailleurs, tous les auteurs ne sont pas aussi certains. Boccaccio mentionne bien la rapidité et la transmission de personne à personne, mais reconnaît également que ceux qui s'isolaient des malades mangeant et buvant que les meilleurs aliments, ainsi que ceux qui buvaient abondamment, jouissant des plaisirs et s'adonnant à tous les excès, et aussi ceux qui s'enfuyaient de la ville pouvaient être atteints et mourir, alors que certains qui restaient proches des malades en prenant soin quotidiennement étaient miraculeusement épargnés. Quant à l'épisode moderne, certes, au cours du temps, elle est survenue à différents endroits, mais sa propagation, si propagation il y a eu, a été lente. Émergeant dans les années 1850 dans la province du Yunnan en Chine, elle a mis 40 ans pour atteindre Hong Kong. Sa transmission était irrégulière d'une rue à l'autre, laissant largement indemnes ceux en contact direct avec les malades, y compris ceux qui résidaient avec eux et le personnel médical, alors que les personnes sans lien entre elles l'attrapaient. Comme à l'époque de Djahangir, elle cessait durant les périodes chaudes en Inde avec des vagues séparées par 12 mois. En résumé, concernant les épisodes athéniens, justiniens et modernes, il existe des preuves solides allant à l'encontre de la thèse de la contagion. Pour l'épisode médiéval, la haute mortalité et la propagation rapide ne suffisent pas à prouver la contagion. Dans la prochaine vidéo, nous examinerons la thèse bactérienne fondée sur l'épisode moderne. Est-elle factuelle, fausse ou simplement une parmi d'autres? Merci.